Que peut l'éthique médicale dans les soins aux personnes vulnérables? L'éthique est un terme très souvent employé, mais jamais suffisamment défini selon moi. Donc on va d'abord distinguer l'éthique et la morale. Quoique étymologiquement proches, ces deux notions ne se superposent pas. L'éthos vient du grec éthique, qui signifie les mœurs, et mores, la racine latine du mot moral, désigne de même les mœurs, mais aussi les coutumes, les habitudes. Toutefois, en philosophie, la morale est considérée comme un ensemble de règles établies propres à une culture, à un système de valeurs permettant de juger ce qui est bien et ce qui est mal, auquel il est d'ailleurs fortement recommandé de se conformer pour assurer idéalement une vie en société harmonieuse. L'éthique désigne quant à elle une forme de pensée qui se situe au-delà de la morale, une sorte de métamorale qui va raisonner sur les fondements du bien et du mal, sur les valeurs et les jugements moraux. L'éthique est aussi une réflexion sur les comportements adoptés pour humaniser les relations, tant sur le plan professionnel que personnel. Alors l'éthique, vous l'aurez compris, vise à répondre à la question « Comment agir au mieux ?» On peut retenir que l'éthique questionne, alors que la morale ordonne, alors que la déontologie se réfère aux valeurs du devoir. La loi du 4 mars 2002 demande aux établissements de santé de mettre en place des comités d'éthique, des espaces de réflexion d'éthique, des groupes de réflexion d'éthique, sans lien de hiérarchie entre les membres. Et ça, c'est très important, nous y reviendrons. Les comités font l'objet de saisines sur des cas complexes. Par exemple, comment faut-il poser une sonde pour nourrir une personne âgée atteinte de maladie d'Alzheimer qui refuse de se nourrir? Mais ces avis ne sont jamais prescriptifs, ils sont seulement consultatifs. Donc ces groupes de réflexion éthique ne répondent pas à des saisines. J'en ai un que je coordonne dans mon hôpital et je n'ai pas de saisine, mais nous avons des réflexions avec les personnels à partir de thématiques qui me demandent de travailler. Le prochain aura lieu à la fin du mois sur la sexualité dans les établissements gériatriques. Dans ce contexte, la dimension interrogative et critique de la démarche éthique repose sur l'échange de points de vue au travers de discussions et de débats. Pour dégager le sens d'un projet et justifier les règles de l'action, il est nécessaire d'entendre évidemment les différentes opinions émanant des différents domaines de connaissances. Le débat peut ainsi donner lieu à l'expression d'avis tout à fait divergents, voire contradictoires, et faire évoluer les positions de chacun. C'est un lieu de délibération qui aide à cheminer vers une entente, un consensus, un assentiment, qui veut dire une marque non visible d'opposition, et surtout vers une action commune. L'organisation de ces comités, de ces espaces de réflexion éthique repose sur 3 principes fondamentaux: l'indépendance, la pluridisciplinarité, le pluralisme. L'indépendance, évidemment, il faut que ces comités soient tout à fait indépendants. La légitimité de ces membres tient à l'autorité que leur confèrent leurs connaissances, leurs compétences, leur expérience. Être pluridisciplinaire est incontournable. On ne peut pas avoir un point de vue surplombant en disant « moi je suis le professeur, moi je suis, et voilà mon point de vue prévaut sur les autres ». Et le pluralisme, ce principe garantit au sein du comité l'expression des différents courants de pensée, de conviction et les différentes sensibilités constitutives dans une société donnée. Tout ça concourt à mieux appréhender le vivre ensemble cher à l'éthique. Alors pourquoi je centre mon propos sur l'éthique médicale? Pourquoi l'éthique médicale? Eh bien, du désastre de la Shoah est né en 1947 le Code Nuremberg, élaboré dans le cadre du procès international des dirigeants et collaborateurs du régime nazi. Ce texte extraordinaire regroupe une série de 10 principes fondamentaux sur les expérimentations cliniques, comme, et c'est incontournable en éthique, le consentement volontaire et éclairé, je dirais volontaire et informé, préalable absolu aux recherches médicales mettant en jeu les personnes humaines. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, puis la Déclaration d'Helsinki
de l'Association médicale mondiale en 1964 ont réaffirmé et renforcé ces principes. Et aux États-Unis, après une série de scandales liés à l'expérimentation sur l'être humain, alors deux philosophes et éthiciens, Tom Beauchamp et James Rindress, ont édicté des règles d'éthique biomédicale en 1979. Il y a 4 principes. Le principe d'autonomie, le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance et le principe de justice et d'équité. L'autonomie, autos nomos, se donner à soi-même sa propre loi. Très important en médecine. Vous verrez qu'on a quitté un modèle paternaliste, moi je savais, mes patients ne savaient pas, pour négocier ce qui est bon pour eux, de leur point de vue. Et ce que je peux, moi, médier de ce que je sais en médecine. Alors chaque patient est une personne autonome, c'est-à-dire capable de faire des choix et de prendre des décisions. Le principe de bienfaisance, bien évidemment, c'est mon travail de médecin. On regarde toujours le bénéfice-risque lors d'un traitement que l'on va proposer. Le principe de non-malfaisance, c'est le primum non nocere d'Hippocrate, déjà ne pas nuire. Et le principe de justice et d'équité, on l'a vu avec la Covid, et je vous en reparlerai tout à l'heure, consiste à ne pas faire de discrimination, à ne pas avantager uniquement les plus favorisés. Il vise à réguler l'allocation de ressources et les moyens limités, qu'il s'agisse des organes, par exemple, pour une transplantation, ou des budgets de politique de santé. Et on le sait, à l'hôpital, nous souffrons beaucoup de cette répartition que nous jugeons peu équitable, justement. Et là, je vais en rajouter un principe, qui est le principe de précaution. Mais attention, j'attire votre attention. Un principe de précaution, vous savez, le parapluie qu'on ouvre et qu'on applique à tout, appliqué de manière généraliste, comme par exemple, on va fermer toutes les portes de l'EHPAD pour éviter les fugues, ou on contentionne tout le monde pour éviter les chutes, n'est pas un principe éthique, car il s'agit d'une personne dont nous nous occupons, dans un contexte donné, dont nous avons la charge. Mais parler d'éthique peut soulever évidemment des débats d'idées et provoquer énormément d'émotions contradictoires. Car l'éthique va toucher nos valeurs, nos croyances, la morale, nos croyances religieuses, notre culture, notre éducation, notre profession et sa déontologie, notre génération, notre histoire de vie, notre personnalité, nos émotions, notre affect. Voyons maintenant ce que peut l'éthique médicale pour rendre la vie meilleure aux équipes, aux patients, aux managers et aux familles. Je vais vous parler de l'éthique en pratique, c'est ça qui est intéressant. Nous allons partir d'exemples concrets pour faire dialoguer entre eux les principes de Beauchamp et Childress, qui ne sont qu'une trame de réflexion. Faire de l'éthique uniquement principiste n'est pas valable. Il faut que ces principes se surveillent comme les vertus aristotéliciennes. Elle aide par exemple, pour un patient donné, cette éthique pratique, dans un contexte donné, à la reconnaissance d'un refus de soins ou d'un traitement ou un refus alimentaire. Ici, c'est le principe de bienfaisance qui est en jeu. Elle aide à éclairer sur les conséquences de son choix. Vous savez que si vous ne prenez pas ce traitement, vous allez décompenser une insuffisance cardiaque, etc. Celui de la non-malfaisance. Recherchez le sens de sa démarche. Pourquoi ? De quoi avez-vous peur ? Pourquoi vous êtes en opposition ? Celui de justice et d'équité. On va écouter ses motivations et l'accompagner dans sa décision. Là, c'est le principe d'autonomie. L'autonomie d'un malade va se confronter à la mienne, qui suis soignant. L'éthique concerne toutes les questions liées au consentement, aux soins et à son corollaire, et bien évidemment le refus de soins, l'entrée en institution, la contention, les entraves à la liberté d'aller et venir, la fin de vie, entre obstination déraisonnable et respect des directives anticipées qui, je vous rappelle, sont opposables aux médecins maintenant. L'autonomie brisée par les troubles cognitifs ou les situations de handicap, les budgets contraints à l'hôpital, la fameuse T2A, tarification à l'activité, et la DMS, durée moyenne de séjour, courte. Songez qu'une personne très âgée qui tombe chez elle va aller dans ce qu'on appelle une UGA, une unité gériatrique aiguë. Elle doit y rester qu'une semaine. Et ensuite, elle va aller
dans un soin de suite rééducation où elle ne pourra rester que 40 jours. Et ensuite, est-ce qu'elle va rentrer en EHPAD, contrainte et forcée? Est-ce qu'elle va aller en soins de longue durée? Est-ce qu'elle va rentrer chez elle? Vous voyez que tout ça est bien bouleversant pour nos personnes âgées vulnérables. On voit ici, je vous les ai énumérés, des dilemmes éthiques qui viennent remettre en cause nos certitudes, nos pratiques et qui nécessitent un questionnement éthique pluridisciplinaire pour retrouver du sens dans ces trois acceptions, sensorielles, signifiantes et une direction à nos missions soignantes ou managériales. Évoquons maintenant 5 dilemmes éthiques liés à la Covid-19 en gériatrie. La pandémie virale actuelle, parce que nous avons encore des patients Covid, bien sûr, est venue lourdement et brutalement, dès le 10 mars 2020, dans mon hôpital gériatrique, s'abattre sur les personnes âgées institutionnalisées, en particulier celles atteintes de maladies d'Alzheimer. D'une part, du fait de l'impossibilité d'empêcher les malades de déambuler et d'accepter évidemment de porter un masque. Et d'autre part, du fait de ne plus voir leurs proches ou de se retrouver confinés loin de leur lieu de vie habituel. Cette situation inédite a ajouté du tragique au tragique. Alors le tragique, c'est quand on est dans une aporie, dans une impasse, et l'éthique va nous aider à mettre un coin dans ce tragique, à ouvrir l'horizon des possibles. Tragique des malades d'Alzheimer aux mémoires altérées, engageant et modifiant l'être à l'autre, le langage et la communication. Tragique du silence sociétal des sujets à mort de la Covid, qui ne comptait pour rien, souvenez-vous, puisqu'il a fallu attendre au moins 15 jours pour en connaître l'ampleur. Aujourd'hui, je vous rappelle les chiffres, 160 000 morts, dont plus de 90% ont plus de 65 ans. Tragique de ces morts dans la solitude, privés des leurs, privés de rituels. Soulevons 5 dilemmes éthiques les plus courants. Le critère d'âge, les plus de 70 ans, et la priorisation pour l'admission en réanimation. Les gestes barrières, comment communiquer avec les masques et sans toucher avec des malades d'Alzheimer. Le confinement et la privation de liberté d'aller et venir. 4e point, l'arrêt des visites et le syndrome de glissement. 5e point et dernier, les soins palliatifs et la fin de vie sans rituel et possibilité d'accompagner. Premier point, en ce qui concerne la barrière d'âge et l'accès à la réanimation, nous avions reçu dès début mars une circulaire de l'ARS. Vous savez, l'ARS, elle a rang de préfet, c'est elle qui nous dit comment faire, stipulant qu'on ne devait pas avoir recours au 15, c'est-à-dire au SAMU, et à la réanimation pour les personnes de plus de 70 ans. On nous a dit, mais non, il n'y a jamais eu de tri, mais des priorisations. Sans méconnaître les possibles effets collatéraux d'une réanimation lourde chez les sujets âgés, nous avons été en permanence confrontés non pas à une casuistique, le cas par cas, mais à des refus systématiques des réanimateurs. De fait, il n'y a pas eu de tri, puisque tous mes patients avaient plus de 75 ans. Un de mes praticiens hospitaliers, voulant à bon escient transférer une malade jeune pour nous, elle avait 75 ans, en réanimation parce qu'elle désaturait, elle n'avait plus accès d'oxygène, s'est entendu répondre « C'est pas éthique ce que tu demandes, elle prendra la place d'un plus jeune ». Sans autre discussion possible, on lui a raccroché au nez. Alors que faire ? Nous nous sommes appuyés sur les recommandations des sociétés savantes, la SFAR, la Société française d'anesthésie et de réanimation, la SRLF, la Société de réanimation de langue française, et du CCNE, Comité consultatif national d'éthique, qui ont publié des recommandations concernant les enjeux éthiques de l'accès aux soins de réanimation et autres soins critiques en contexte de pandémie de Covid-19. Je vous les cite rapidement. Voici les pistes d'orientation provisoires, j'aime bien le provisoire, je n'ai pas vu les autres sortir, du 16 mars 2020. Rassembler une liste d'éléments objectifs et non réaliser un calcul de sort combiné pour favoriser une décision à partir d'une conjugaison équilibrée de facteurs intégrant la capacité de lits disponibles et la dynamique de l'épidémie. Vous imaginez, il faut faire des tableaux Excel, recueillir la volonté ou le refus. C'est ça l'éthique, la volonté ou le refus d'être pris en charge en service de soins critiques ou à défaut,
celui de la personne de confiance ou d'un membre de la famille, et prendre l'avis du médecin traitant s'il est disponible. Regardez l'état préalable sous-jacent du patient. Son âge, bien sûr, mais pas que. Les comorbidités, son état cognitif, sa fragilité, son autonomie, son état nutritionnel et son environnement social. Alors, il y a des scores de fragilité, il y a des évaluations de l'état nutritionnel, pareil, avec des grilles et des scores. Et puis, la question de l'environnement social et le mode de vie antérieur est très importante. Et là, vraiment, j'insiste, sans oublier que le critère d'utilité sociale n'est pas un critère acceptable en éthique médicale. Le CCNE conseillait la mise en place d'une cellule pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle d'appui pour répondre aux cas complexes. Évidemment, j'ai monté toute seule, puisque je suis la seule psychiatre pour les près de 1000 lits et places de mon hôpital gériatrique, mais grâce à mes collègues, j'ai 12 psychologues qui m'ont beaucoup aidée, eh bien, nous avons monté immédiatement cette cellule, mais nous n'avions que des cas complexes. Deuxième dilemme, celui des gestes barrières. Entre parenthèses, comment peut-on employer un terme pareil en gériatrie ? Les barrières sont déjà si nombreuses, barrières sensorielles, barrières du langage, barrières de la culture, barrières cognitives, barrières de lit pour les empêcher de tomber la nuit. Maintenant, il fallait faire des gestes barrières, ne plus pouvoir s'approcher, toucher, prendre dans ses bras, caresser, se faire comprendre du fait du port du masque. Il a fallu prendre tous ces paramètres en compte pour vaincre nos craintes légitimes d'être contaminés ou de contaminer et continuer, coûte que coûte, à être dans une présence humaine en prenant plus de temps, en expliquant, en rassurant. Alors je fais beaucoup parler mes patientes parce que je pense que c'est tout à fait parlant justement. Tu sais que tu es ridicule avec ce masque, me dit une patiente, je t'ai reconnue, pas la peine de te cacher. Je suis née en 1887, alors tu vois. Isbert a 89 ans, elle est arrivée la veille dans mon unité cognitivo-comportementale pour une décompensation liée à sa maladie d'Alzheimer évoluée. Elle est positive à la PCR, la fameuse polymérase chain reaction, vous savez, le coton-tige dans le nez. Elle est confuse, agressive, agitée. Je lui dis, mais enfin, vous n'êtes pas si âgée, c'est rare de se vieillir à ce point. Sa réponse fuse immédiatement, mais enlève ton masque, que je t'entende. Évidemment, comment entendre quand on ne voit pas l'expression d'un visage, un sourire, une humaine connivence? Alors comment écouter, en temps de Covid, ce que nos patients ont encore à dire? La désafférentation sensorielle est fréquente, vous savez, ils entendent moins bien, ils voient moins bien, le goût est moins acutisé, l'odorat est moins bon, et ça induit, ça joue sur la mémoire, et l'encodage du message mémoriel est moins bon. C'est source de repli sur soi, d'incompréhension, d'interprétations erronées du monde-environnement, mais aussi de troubles du comportement chez les malades d'Alzheimer. Comment redonner du sens quand la mémoire se délite et que l'identité narrative s'effrite? L'être à l'autre devient difficile, car cet autre est aussi potentiellement dangereux quand il est porteur du virus. Et dans un même mouvement, je peux moi aussi, soignante, être porteuse asymptomatique et donc être dangereuse pour ce malade âgé et fragile quand on sait que 9 décès sur 10 surviennent sur les plus de 65 ans. Donc il a fallu apprendre à sourire avec les yeux, à toucher avec des gants, à dire ses émotions au lieu de les laisser deviner, à parler et à écouter masqué. Alors que le masque vient en général signifier une parole barrée, censurée, inaudible. Dans le monde d'avant, la première approche était multisensorielle avec ces patients. Verbale, le ton de la voix, sa prosodie, douce et ferme à la fois, comportementale, avec la recherche d'une position basse, une approachability, comme disent les anglo-saxons, un abord facile possible, tactile. C'est cette main tendue vers l'autre ou posée sur l'avant-bras qui permettait un regard partagé, une écoute attentive des petites perceptions, qui les ramenait à la vie d'avant, leur vie en lambeaux, trouée des blancs de la maladie d'Alzheimer, mais indéniablement, il y avait une présence, et l'humanité se murmurait encore à deux voix. Dans le monde d'après, après la Covid, l'autre devient menace, et menaçant,
même lorsqu'il s'agit de sa propre famille ou de ses petits-enfants. Venons-en maintenant aux risques liés au confinement. Le poète Christian Bobin, qui a eu ses parents décédés de la maladie d'Alzheimer, qui s'en est beaucoup occupé, nous délivre quelques clés afin que nous puissions supporter notre confinement. Résister, écrit-il, c'est respirer, c'est prendre appui sur ce qui existe vraiment et ne pas donner la moindre chance au nihilisme partout régnant. Pour l'écrivain, ce qui existe vraiment, c'est la bonté, la lenteur, l'attention, des choses qui ne sont pas marchandes, qui sont vitales pour chacun et qui continuent d'être diffusées par des gens qui n'ont pas de visage, que l'on ne connaît pas forcément, qui sont ici ou là, qui sont des vrais piliers du monde. Au XVIIe siècle, on l'a souvent dit, lors du confinement, Blaise Pascal, le savant et moraliste, constatait que tout le malheur des hommes vient de ceux qui ne savent pas demeurer seuls dans leur chambre. Les risques engendrés par cet isolement psychosocial sur les personnes âgées et leur santé mentale, cognitive et physique sont aujourd'hui bien connus et anticipés, car faute de stimulation sensorielle et cognitive, il y a eu une acutisation de leur démence, de leur dépression, de leur angoisse d'abandon, des troubles du comportement et, plus simplement, de leur difficulté à se mouvoir et à effectuer les actes de la vie quotidienne. Déjà, pour la plupart des personnes très âgées et polypathologiques, souffrant de troubles cognitifs, institutionnalisées, confinées au fauteuil, dans leur chambre, dans une unité protégée, dans une UHR, unité d'hébergement renforcée, c'est quelque chose qui est très courant. Dans leur intérêt, nous dit-on, pour éviter toute chute, toute errance, toute fugue, par principe de précaution. Vous vous souvenez, je vous ai dit, attention, il ne doit jamais être global, mais au cas par cas. Et ce principe de précaution, vous le comprenez, il est lié au principe de responsabilité. Évidemment, on le comprend, mais nos aînés sont aussi des citoyens, gouvernés par les mêmes lois depuis la Révolution que nous, celle de respecter leur liberté d'aller et venir au sein des établissements. Comment faire alors pour nos patients âgés désorientés et désambulants ? Des recommandations ont été dictées après une conférence de consensus en 2004. Vous vous rendez compte, il n'y a pas eu de nouvelles recommandations. On est en train d'y travailler avec les sociétés savantes de gérontopsychiatrie. Et on réaffirme évidemment cette liberté fondamentale en s'appuyant sur des notions d'autonomie, de vie privée et de dignité de la personne. Dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, la liberté d'aller et venir relève du respect des droits du malade et de l'usager. Elles sont édictées par les lois du 4 mars 2002 pour l'hôpital et du 2 janvier 2002 pour les établissements médico-sociaux. Toutes restrictions ne peuvent s'envisager que si le bénéfice retiré est bien entendu supérieur aux risques éventuels induits. Il nous est demandé, et nous le faisons avec professionnalisme et surtout au cas par cas, d'apporter une réponse humaine, organisationnelle, architecturale à la nécessité de restreindre la liberté d'aller et venir. Toutes les solutions possibles doivent être recherchées et examinées. Le choix de la mesure doit être équilibré et celle-ci proportionnelle à l'état de santé de la personne. Or, par souci de ne pas diffuser les virus dans les EHPAD ou en institution gériatrique, on nous demande de confiner nos malades déments déambulants en chambre seule, quitte à les sédater par des psychotropes ou à les contentionner au fauteuil. Cette recommandation est totalement contraire aux bonnes pratiques, car nos malades déments ne comprennent pas la situation et nous devons plutôt organiser des déambulations sécurisées, internes ou externes dans les jardins attenant à ces unités, accompagnées par nos soignants, cette fois-ci protégés par des masques et des tenues de protection ad hoc. Ce n'est pas une simple grippette, me dit Albertine, il y a déjà 19 morts. On est le 6 mars, en me montrant le mot Covid qui passait en boucle à la télévision hurlant dans sa chambre. Près d'un mois et demi plus tard, évidemment, elle a attrapé le mauvais virus et elle a passé la vague de l'infestation virale, de l'orage immunitaire. Elle a passé le cap. Mais
N'ayant pas été levée, puisque confinée dans sa chambre, surconfinée sur son lit, elle n'a même plus la force ni l'envie d'ouvrir la bouche. Elle ne me reconnaît plus. Comment pourrait-elle le faire? Les seules visites qu'elle reçoit sont furtives, masquées, anonymes. Pourtant, elle avait vu juste malgré sa démence, malgré les dénégations des grands professeurs, des savants, des stars du petit écran qui nous parlaient de simples grippettes. Elle se laissait glisser vers la mort. Alors, quatrième dilemme éthique, quelle réponse à l'arrêt des visites dès le 11 mars 2020? Ça a été fort à la moue. Plus personne n'est rentré dans l'hôpital. Le 16 mars, j'ai créé avec les psychologues dont je vous parlais une cellule d'écoute psychologique pour les soignants, les patients, les familles sur notre site, en plus des hotlines psy que nous avions créées. Ce constat reste que lorsque les liens sociaux et affectifs et humains sont maintenus, les familles s'apaisent. Et nous n'avons pas eu de réaction de détresse psychique de leur part. Par contre, moi j'ai eu 150 soignants sur ces 2 ans qui sont venus me consulter parce qu'ils dévissaient, parce qu'ils étaient en burn-out, parce qu'ils psychotisaient, ils disaient je psychote, parce que ça leur était impossible de retourner au lit du malade. Nous avons perdu beaucoup de soignants en gériatrie. Les patients, grâce au rythme de l'hôpital, le lever, la toilette, l'habillage, le repas, le soin, le goûter, les petites animations qu'on pouvait faire en chambre ou dans les unités protégées, de la même façon on les a fait dans les EHPAD, qui perdurent en même temps que le temps normal d'avant la Covid, ne sombraient pas dans le syndrome de glissement qui faisait que les patients passaient le cap de l'infection virale et finalement, lorsqu'ils n'étaient pas stimulés, se laissaient mourir de ce syndrome de glissement. Mais à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, nous avons eu la chance d'avoir la réserve sanitaire, c'est-à-dire que nous avons des jeunes externes de 4e année, des jeunes élèves kinésithérapeutes, pareil, que j'ai formés. Et là, j'ai vu des choses tellement belles. Un jeune externe qui ramassait un chausson traîné par terre, qui emmenait dans le parc. On avait la chance, il faisait beau. Un jeune kiné qui disait prenez mon bras, on va juste trottiner dans le couloir. Des choses magnifiques qu'on ne prend jamais le temps de faire en temps ordinaire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'est pas en nombre. Dernier dilemme éthique, mort sans les leurs, sans rituel. Alors, deuil impossible? Je l'ai dit, je le répète, 90% des décès de la Covid sont des personnes âgées. Or, les morts de la Covid devaient, sans aucun rituel, ni toilette mortuaire, ni acte thanatopraxie, ni présentation aux familles, arriver après plus de 2 heures suivant le décès, être enfermés dans 2 linceuls plastiques scellés en sens inverse, puis acheminés en camion réfrigéré, car la morgue était saturée. Les rituels servent à réactualiser une relation intime avec la personne décédée, permettent aux vivants et aux familles proches de mettre des mots sur leur souffrance. Or, au plus fort de l'acmé de cette crise sanitaire, certaines familles ont été privées de voir leurs proches décédés, de les embrasser une dernière fois, de faire pratiquer des rituels cultuels ou culturels et de se réunir au cimetière. Vous vous souvenez, il fallait être plus de 20 personnes. Sur mon hôpital, conscients de tous ces chagrins supplémentaires, les soignants, avec l'aide des psychologues, ont fait preuve d'un exceptionnel savoir-faire, inventant de nouveaux rituels, prononçant de belles paroles d'accompagnement jusqu'au bout de leurs malades dont ils prenaient soin avec une douceur mêlée de peur de mal faire quelques heures avant. Alors, je vais finir par quelques interrogations et propositions. Ni le soleil, ni la vieillesse, ni la mort ne peuvent se regarder fixement, pour paraphraser François de La Rochefoucauld. Est-ce pour cela que ce gouvernement, en 2020, était le premier à ne pas avoir de ministre ni de secrétaire d'État aux personnes âgées? Est-ce pour cela que ni nos aînés, ni les soignants n'ont, au début de la pandémie dans les EHPAD, eu le droit d'être dépistés? Je rappelle, 3 tests par EHPAD avant la prise de conscience de l'hécatombe. Est-ce pour cela que depuis tant d'années, tant de rapports, tous plus étayés et pertinents les uns que les autres, Mission Flash en 2017 de Caroline Fiat et Madame Iborra, Avis 128 du CCNE en 2018, Rapport Libaud en 2019 et 776 propositions, Rapport El Khomri sur les métiers du grand âge, n'ont aucun effet en pratique. Est-ce que pour cela,
la loi Grand Âge est passée à la trappe en septembre 2021 dans l'indifférence la plus totale. Est-ce pour cela qu'aussi bien en ambulatoire que dans les services de gériatrie ou dans les EHPAD, le manque de personnel qualifié et en nombre suffisant se fait encore sentir de manière criante et parfois maltraitante, par omission bien sûr. Nous étions en guerre, avait dit le président de la République, nous le sommes encore. Il a fallu se battre encore, d'abord pour qu'on ne contentionne plus au lit, ni au fauteuil, ou par des neuroleptiques, nos patients déments de ambulants. Le CCNE, l'Académie de médecine sont venus rappeler ces évidences, puis se battre encore pour protéger nos soignants, pour qu'ils aient des tenues à usage unique, dignes de ce nom, et puis accompagner jusqu'au bout ces vies à bout de souffle, dignement, dans le cadre de la loi Claes-Leonetti de 2016. Nous avons préservé, dès le 11 mars 2020, les visites des familles pour les patients mourants ou en soins palliatifs, encadrées auprès des équipes par les psychologues, par l'équipe mobile de soins palliatifs. Maintenant, il faut continuer à se battre pour éviter une autre hécatombe psychologique, celle des plus de 65 ans, mais celle aussi des soignants, des familles. Tout le monde devait rester confiné, même des jeunes enfants. Aujourd'hui, au nom de la préservation de la santé, on est devenu un monde d'après hygiéniste qui est passé complètement sur le fait que nous ne sommes pas un corps à soigner, mais un esprit. Attention, cette barrière d'âge est peut-être légitime sur le papier des virologues, des épidémiologues, des décideurs, mais pas pour nous soignants en gériatrie. Une personne, si âgée soit-elle, ne peut se réduire à une date de naissance à la somme de ses handicaps physiques, psychiques, sociaux, cognitifs. D'ailleurs, dans mon unité cognitivo-comportementale, où 6 patients sont décédés sur 16 malades en une semaine, la doyenne, 98 ans, n'a rien eu. Elle continue de gambader dans les couloirs en chantonnant. Bien sûr, il y a eu du tri, il y a eu a priori, et uniquement, malheureusement, sur des critères d'âge. Le fait de ne pas pouvoir appeler le SAMU, de ne pas pouvoir avoir accès à la réanimation. Il faut métacommuniquer, ne pas se contenter de ce constat. Il faut se pencher avec des réunions éthiques pour que quelque chose bouge. Je reprendrai ce que dit Ricoeur. Quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain. C'est donc masqué, ganté, charloté, en pyjama, sur blouse et tablier, enfin disponible mi-mai, alors que l'hôpital se reclusterise, parce qu'on a des clusters, c'est pas joli, hein, c'est des patients groupés sur un tout autre bâtiment, jusque-là épargné, à la suite d'un repas festif entre soignants. C'est quand même embêtant que les soignants donnent la Covid aux patients dont ils prennent charge. Heureusement, le vaccin est passé par là et nos malades meurent moins. Mais il a fallu énormément de constance pour redonner une harmonie sensorielle, faire du lien, tisser du sens malgré cette nouvelle donne sécuritaire. Aujourd'hui, je vous rappelle, nous en sommes à la 7e vague. Alors pour finir, cette pandémie de Covid-19, plus particulièrement pour les personnes âgées institutionnalisées, fragiles et vulnérables, met en tension plusieurs principes éthiques liés précisément à leur vulnérabilité, celui de la responsabilité pour autrui, celui de précaution, celui de justice et d'équité, mais ne devons-nous pas avant tout rester nous-mêmes, soignants en gériatrie, managers en gériatrie, garants des droits et des devoirs d'humanité, garants de cette présence attentive et soucieuse de l'autre, garants du soutien aux familles, aux proches de nos malades, tout en sachant prendre soin de nous, nous protéger et tâcher de tenir bon, en équilibre sur un chemin de crête bien difficile entre évitement, fuite, peurs irraisonnées, bienveillance hyperbolique, afin que le moi puisse continuer à s'éveiller par la grâce du toi, même masqué. Voilà, concrètement, ce que peut apporter la pratique d'une réflexion éthique auprès des plus vulnérables. Parce qu'il s'agit du cas par cas. Évidemment, on veut protéger nos malades,
mais il ne faut pas les enfermer, et la Covid nous l'a tout à fait montré. Évidemment, il faut faire acte de bienveillance, et c'est dans toutes les chartes des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux. Mais placarder une charte ne sert à rien, il faut la faire vivre. Donc, Madame Untel qui essaye de fuguer, eh bien, on va placer un fauteuil pour qu'elle puisse se reposer loin de la porte d'entrée. On ne va pas agir seul, on va agir avec l'équipe, on va agir avec la famille, on va édicter des règles, mais on va les faire se négocier entre eux. Et une de mes amies qui tenait un accueil de jour Alzheimer m'a dit cette phrase extraordinaire, eh bien depuis que je laisse la porte grande ouverte de mon unité Alzheimer, plus personne ne fugue. Quand vous maintenez une porte fermée, les malades d'Alzheimer, ils vont secouer la porte, ils vont essayer de partir. Si vous les distrayez, si vous leur proposez un cheminement agréable, de la musique, un lieu d'activité dans un coin, la psychologue qui vient les voir, le psychomotricien qui les sort, un jardin sécurisé attenant, ils n'auront plus la fixette de vouloir fuguer. Pourquoi ils veulent fuguer? Parce qu'ils veulent rentrer chez eux. Ils ne sont pas chez eux dans les EHPAD. Et puis petit à petit, ils vont s'approprier. Ça va devenir leur chez eux. Et c'est ça qu'il faut travailler ensemble avec les équipes. Donc poser le cadre de la charte, de la loi, de l'accueil, de leurs valeurs, et les faire se surveiller entre elles, toutes ces valeurs, pour ne pas contraindre et ne pas supprimer les droits fondamentaux de liberté d'aller et venir, par exemple. Ah, il faut absolument le mettre au titre de la formation permanente. C'est une exigence éthique. La formation permanente, elle doit se distiller comme une boîte de pétri. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, que le moindre, le coiffeur, l'aide-soignant, le dirigeant se forme à l'éthique. Et vous avez des masters d'éthique qui sont formidables. Vous avez des DU d'éthique. Vous avez tout simplement adhéré à un groupe de réflexion éthique dans votre EHPAD, dans votre institution. C'est des choses qui sont très faciles à mettre en œuvre. Dans mon hôpital, eh bien, je le coordonne. Je ne suis pas une éthicienne. Je ne suis pas dans une position surplombante. Mais j'enseigne à tous les personnels de l'assistance publique dans leur centre de formation. Donc il y a toute la gradation. Groupe de réflexion éthique, diplôme universitaire, master et formation permanente. Ça, c'est une exigence éthique dans le soin aux personnes les plus vulnérables.